Peut-être que j'ai ici ce dont vous avez besoin. Vous voulez améliorer votre français, n'est-ce pas? Suivez ma chaîne, je vous aiderai à devenir meilleur en français chaque jour. Il était une fois, dans une petite ville paisible, un jeune homme nommé Jean. Jean avait toujours rêvé de parler couramment le français. Inspiré par les films, les chansons et la littérature française, il décidait enfin de se lancer dans cette aventure linguistique. Jean se mit à chercher des ressources pour apprendre le français. Il commença par s'inscrire à un cours de langue dans une école locale. Chaque semaine, il assistait à des leçons, apprenait de nouveaux mots et phrases, et pratiquait la grammaire française. Cependant, il réalisa rapidement que suivre un cours ne suffisait pas pour atteindre la maîtrise. Jean comprit que pour vraiment améliorer son français, il devait s'immerger quotidiennement dans la langue. Il décida de changer ses habitudes pour intégrer le français dans sa vie de tous les jours. Il changea la langue de son téléphone et de son ordinateur en français. Il commença à écouter des podcasts et des chansons françaises pendant qu'il faisait ses tâches ménagères. Jean trouva aussi des amis francophones avec qui il pouvait pratiquer. Ils se rencontraient régulièrement pour discuter, échanger des idées et jouer à des jeux de société en français. Cette immersion quotidienne l'aidait à penser en français et à améliorer sa fluidité. Pour enrichir son vocabulaire et comprendre la structure des phrases, Jean commença à lire des livres en français. Il choisit d'abord des livres pour enfants, puis des bandes dessinées, et enfin des romans plus complexes. La lecture lui permettait de voir comment les mots et les phrases étaient utilisés dans différents contextes. Jean tenait également un carnet où il notait les nouveaux mots et expressions qu'il rencontrait. Chaque soir, il relisait ses notes et essayait de les utiliser dans des phrases. Cela l'aidait à retenir les nouveaux mots et à les intégrer dans son propre vocabulaire. En plus de lire, Jean comprit l'importance de l'écriture pour améliorer son français. Il commença à tenir un journal intime en français, où il écrivait sur sa journée, ses pensées et ses sentiments. Cette pratique quotidienne l'aidait à réfléchir en français et à améliorer sa grammaire et son orthographe. Jean se mit également à écrire des lettres à ses amis francophones et à participer à des forums de discussion en ligne. Il s'efforçait de toujours écrire en français, même lorsqu'il savait qu'il ferait des erreurs. Il apprenait de ses erreurs grâce aux corrections de ses amis et des autres membres des forums. Malgré ses progrès, Jean ressentait parfois le besoin d'une aide supplémentaire pour surmonter certaines difficultés. Il décida de prendre des cours particuliers avec un tuteur francophone. Le tuteur l'aidait à identifier ses faiblesses, à corriger ses erreurs récurrentes et à améliorer sa prononciation. Les cours particuliers offraient à Jean une attention personnalisée et des conseils spécifiques pour atteindre ses objectifs. Ils travaillaient ensemble sur des exercices de grammaire, des compréhensions orales et des expressions écrites. Le tuteur proposait aussi des activités interactives pour rendre l'apprentissage plus engageant. Jean savait que pour vraiment maîtriser une langue, il était essentiel de vivre des expériences immersives. Il décida donc de voyager dans des pays francophones. Il visita la France, le Canada, la Belgique et la Suisse, chaque voyage étant une nouvelle opportunité d'améliorer son français. Pendant ces voyages, Jean essayait de parler uniquement en français.
Il engageait des conversations avec les habitants, participait à des activités locales et explorait la culture de chaque pays. Ces expériences l'aidaient non seulement à améliorer sa langue, mais aussi à comprendre les différentes cultures francophones. Jean aimait beaucoup le cinéma, alors il décida d'utiliser cette passion pour améliorer son français. Il commença à regarder des films et des séries en français. Au début, il activait les sous-titres en français pour mieux comprendre les dialogues. Avec le temps, il put les désactiver et suivre les histoires sans difficulté. Les films et les séries lui permettaient d'entendre le français parlé de manière naturelle et de se familiariser avec différentes expressions idiomatiques. Il lui donnait aussi un aperçu des différentes cultures et des accents francophones. Pour pratiquer la conversation, Jean rejoignit plusieurs groupes de discussion en français dans sa ville. Ces groupes se réunissaient chaque semaine dans des cafés ou des parcs pour parler de divers sujets. Jean trouvait ces rencontres très enrichissantes, car elles lui permettaient de pratiquer son français dans un contexte social détendu. Les autres membres des groupes étaient d'horizons divers, certains étaient des francophones natifs, d'autres des apprenants comme lui. Ils partageaient des expériences, des conseils et des ressources pour améliorer leur français ensemble. Ces échanges renforçaient la confiance de Jean à parler français en public. Jean découvrit également de nombreuses applications et ressources en ligne pour apprendre le français. Des applications comme Duolingo, Babel et Manris proposaient des exercices interactifs pour pratiquer la grammaire, le vocabulaire et la prononciation. Jean trouvait ces outils très utiles pour compléter son apprentissage. Il participait également à des forums et des groupes de discussion sur des sites comme Reddit et Facebook. Ces plateformes lui permettaient de poser des questions, de partager des ressources et de recevoir des conseils d'autres apprenants et de francophones natifs. Tout au long de son parcours, Jean comprit que l'apprentissage d'une langue nécessitait de la patience et de la persévérance. Il y avait des jours où il se sentait découragé par ses erreurs ou par son manque de progrès apparent. Cependant, il savait que chaque petite victoire le rapprochait de son objectif. Jean se fixait des objectifs réalistes et célébrait chaque étape franchie, qu'il s'agisse de maîtriser une nouvelle conjugaison ou de tenir une conversation fluide. Il apprit à apprécier le processus d'apprentissage lui-même, et pas seulement le résultat final. À mesure que Jean progressait en français, il remarqua des changements significatifs dans sa vie. Il se sentait plus confiant et ouvert aux nouvelles expériences. Son cercle social s'élargit, incluant des amis francophones du monde entier. Il se sentait aussi plus connecté à la culture et à l'histoire des pays francophones qu'il aimait tant. Son travail bénéficia également de ses compétences linguistiques. Il put postuler à des postes internationaux et participer à des projets nécessitant des compétences en français. Ses employeurs apprécièrent sa détermination et ses capacités à communiquer dans une deuxième langue. Après avoir atteint un niveau avancé en français, Jean décida de partager ses connaissances avec d'autres. Il devint bénévole dans une association locale qui aidait les réfugiés et les immigrants à apprendre le français. Enseigner le français lui apportait une immense satisfaction, car il pouvait aider les autres à surmonter les mêmes défis qu'il avait rencontrés. Jean créa également un blog et une chaîne YouTube pour partager ses astuces, ses ressources et ses expériences d'apprentissage du français.
Il publiait régulièrement des articles et des vidéos sur des sujets variés, allant de la grammaire française à la culture francophone. Sa communauté en ligne grandit rapidement, et il reçut des messages de remerciement du monde entier. Un jour, Jean reçut une invitation à participer à une conférence internationale en tant que conférencier invité. La conférence portait sur l'apprentissage des langues et la promotion des échanges culturels. Jean fut honoré et nerveux à l'idée de parler devant un public, mais il accepta avec enthousiasme. Lors de la conférence, Jean partagea son parcours et les différentes méthodes qu'il avait utilisées pour apprendre le français. Son discours fut bien accueilli et suscita de nombreuses questions et discussions. Jean se rendit compte que son expérience pouvait inspirer et aider d'autres personnes à atteindre leurs objectifs linguistiques. Avec les années, Jean continua à perfectionner son français et à explorer de nouvelles façons de s'immerger dans la langue. Il participa à des ateliers de théâtre en français, et écrivit des nouvelles dans sa langue d'adoption, et continua à voyager pour découvrir de nouvelles régions francophones. L'apprentissage du français était devenu une partie intégrante de sa vie, lui offrant des opportunités et des expériences qu'il n'aurait jamais imaginées. Jean savait qu'il y avait toujours plus à apprendre, mais il était reconnaissant pour chaque étape de son parcours et pour les personnes qu'il avait rencontrées en chemin. Jean comprit que l'apprentissage d'une langue ne se fait pas en isolement. Sa progression était en grande partie due au soutien de la communauté francophone et des autres apprenants qu'il avait rencontrés. Il décida de créer un groupe de rencontres dans sa ville pour les personnes souhaitant pratiquer le français. Le groupe se réunit régulièrement pour des cafés-rencontres, des soirées cinéma, et des excursions culturelles. Jean vit le groupe grandir et devenir un réseau de soutien essentiel pour de nombreux membres. Il était fier de voir comment la langue française pouvait rassembler des gens de tous horizons et créer des liens durables. À travers son parcours d'apprentissage du français, Jean découvrit une nouvelle passion pour l'enseignement et le mentorat. Il décida de retourner à l'université pour obtenir un diplôme en didactique des langues. Cette nouvelle étape dans sa carrière lui permit de combiner sa passion pour le français et son désir d'aider les autres à apprendre. Jean devint professeur de français langue étrangère dans une école internationale. Il trouva une immense satisfaction à voir ses étudiants progresser et à les encourager à découvrir la richesse de la langue et de la culture française. Ses propres expériences d'apprentissage lui permettaient de comprendre les défis auxquels ses étudiants étaient confrontés et de leur offrir des stratégies efficaces pour les surmonter. Jean devint une figure inspirante pour de nombreux apprenants de français. Son histoire montrait que, avec de la détermination, de la patience et des méthodes adaptées, il était possible de maîtriser une nouvelle langue. Il reçut des invitations à donner des conférences et des ateliers dans divers pays, partageant son approche et ses techniques d'apprentissage. Ses publications sur son blog et sa chaîne YouTube continuèrent à toucher des milliers de personnes. Il publia également un livre sur son parcours et ses conseils pour apprendre le français, qui devint un best-seller dans le domaine de l'apprentissage des langues. Jean se sentait honoré de pouvoir aider et inspirer tant de gens à travers le monde. Après avoir voyagé et enseigné dans de nombreux pays, Jean ressentit le besoin de revenir à ses racines. Il décida de s'installer en France pour s'immerger encore plus dans la culture et la langue qu'il aimait tant. Il choisit une petite ville charmante en Provence,
où il pouvait profiter de la beauté du paysage et de la richesse culturelle. En France, Jean continua à enseigner et à écrire, tout en savourant chaque instant de sa nouvelle vie. Il s'impliqua dans la communauté locale, participait à des événements culturels et fit de nombreuses nouvelles amitiés. La France devint pour lui un véritable foyer, où il pouvait vivre pleinement sa passion pour la langue française. Jean savait que sa mission ne se limitait pas à apprendre et à enseigner le français. Il voulait aussi transmettre sa passion à la prochaine génération. Il créa une fondation pour promouvoir l'apprentissage des langues et financer des bourses pour les étudiants désirant étudier le français à l'étranger. La fondation organisa des échanges culturels, des ateliers linguistiques et des camps d'été pour les jeunes. Jean se réjouit de voir tant de jeunes découvrir et aimer le français, tout comme il l'avait fait des années auparavant. Il voyait dans leurs yeux l'enthousiasme et la curiosité qui l'avaient poussé à poursuivre son propre parcours linguistique. L'héritage de Jean ne se mesurait pas seulement en termes de compétences linguistiques. C'était une histoire de persévérance, de passion et de partage. À travers son parcours, il avait montré que l'apprentissage d'une langue pouvait transformer des vies, ouvrir des portes et créer des liens profonds. Jean regardait en arrière avec gratitude et fierté. Son voyage pour maîtriser le français lui avait apporté des expériences inoubliables, des amitiés précieuses et un sentiment d'accomplissement personnel. Il savait que son histoire continuerait d'inspirer et d'encourager d'autres personnes à poursuivre leurs rêves linguistiques. Et ainsi, l'histoire de Jean, l'apprenant dévoué et le mentor passionné, continua de vivre à travers ceux qui l'avaient touché et inspiré. Son héritage était celui d'une quête de connaissances, d'une passion pour la langue française et d'un engagement à aider les autres à réaliser leur potentiel. Peut-être que j'ai ici ce dont vous avez besoin. Vous voulez améliorer votre français, n'est-ce pas? Suivez ma chaîne, je vous aiderai à devenir meilleur en français chaque jour. Dans une ville animée du sud de la France, sur la rue des Cerisiers, se trouvait une petite maison. Comparée aux immeubles modernes qui l'entouraient, cette maison en pierre semblait sortie d'une autre époque. Elle appartenait à la famille Durand, Pierre, le père, Marie, la mère, et leurs 2 enfants, Lucie et Thomas. Pierre et Marie avaient acheté cette maison peu après leur mariage, il y a 20 ans. À l'époque, elle était en piteux état, mais avec beaucoup d'amour et de travail, ils l'avaient transformée en un foyer chaleureux. Chaque pierre, chaque plante du jardin, chaque recoin de la maison portait la marque de leurs efforts et de leur amour. Lucie, âgée de 16 ans, était une adolescente studieuse et rêveuse. Elle adorait lire et avait une passion pour l'écriture. Thomas, quant à lui, était un garçon de 12 ans plein d'énergie et de curiosité, toujours prêt à partir à l'aventure, même si cela ne dépassait souvent pas les limites du jardin. Vivre dans une petite maison en ville avait ses avantages et ses inconvénients. D'un côté, la proximité avec le centre-ville permettait aux enfants de se rendre facilement à l'école et aux parents de se rendre au travail sans trop de tracas. De l'autre, l'espace restreint posait parfois problème, surtout quand chacun avait besoin de tranquillité. Pierre travaillait comme mécanicien dans un garage non loin de la maison. Son métier, bien qu'exigeant, lui plaisait beaucoup. Marie, elle, était enseignante dans une école primaire. Elle adorait son métier et ses élèves, mais cela lui demandait beaucoup de patience et de créativité. Les fins de mois étaient parfois difficiles, mais la famille Durand savait se contenter de peu et trouvait toujours le moyen de s'en sortir. Ils avaient appris à apprécier les petites choses de la vie,
comme un dîner en famille, une promenade dans le parc ou une soirée cinéma à la maison. Lucie rêvait de devenir écrivaine. Elle passait des heures à écrire dans son journal, à inventer des histoires et des poèmes. Son endroit préféré pour écrire était le petit balcon de sa chambre, d'où elle avait une vue magnifique sur les toits de la ville. Un jour, son professeur de français, Madame Lefebvre, organisa un concours de nouvelles à l'école. Lucie y participa avec enthousiasme. Elle écrivit une histoire inspirée de sa propre vie, mélangeant réalité et fiction avec habileté. Sa nouvelle, intitulée Les rêves de la rue des Cerisiers, racontait les aventures d'une jeune fille vivant dans une petite maison en ville. Quand les résultats du concours furent annoncés, Lucie fut ravie de découvrir qu'elle avait remporté le premier prix. Sa nouvelle allait être publiée dans le journal de l'école, et elle recevrait un bon d'achat pour des livres. Pour Lucie, c'était un premier pas vers la réalisation de son rêve. Thomas, de son côté, avait une imagination débordante. Chaque coin du jardin, chaque pièce de la maison était le théâtre de ses aventures. Un jour, il était un pirate à la recherche d'un trésor enfoui, le lendemain, un explorateur découvrant des terres inconnues. Un après-midi, alors qu'il jouait dans le jardin, Thomas remarqua une vieille boîte en métal enfouie sous un buisson. Il l'examina avec excitation et réussit à l'ouvrir. À l'intérieur, il trouva des lettres jaunies par le temps, des photos en noir et blanc et quelques objets anciens. Il courut vers la maison pour montrer sa découverte à sa famille. Pierre et Marie furent tout aussi intrigués que lui. Les lettres et les photos semblaient appartenir à une ancienne propriétaire de la maison, une certaine Madeleine. Ensemble, ils décidèrent de lire les lettres et de découvrir l'histoire de Madeleine. Au fil des jours, la famille Durand découvrit l'histoire de Madeleine à travers ses lettres. Elle avait vécu dans la maison pendant la Seconde Guerre mondiale. Les lettres racontaient sa vie quotidienne, ses peurs, ses espoirs et ses rêves. Madeleine écrivait souvent à son fiancé, qui était parti à la guerre. La lecture de ces lettres rapprocha encore plus la famille. Ils se sentaient liés à Madeleine et à son histoire. Lucie décida d'écrire un article sur Madeleine pour le journal de l'école, et Thomas continua à explorer le jardin à la recherche de nouveaux trésors. Un jour, alors qu'ils fouillaient dans le grenier, Lucie et Thomas trouvèrent une vieille malle. À l'intérieur, ils découvrirent des vêtements anciens, des bijoux et un journal intime. Le journal de Madeleine complétait les lettres et révélait davantage de détails sur sa vie. Lucie et Thomas n'étaient pas les seuls enfants du quartier à être curieux et aventureux. Un jour, alors qu'ils jouaient devant la maison, ils rencontrèrent Sophie, une nouvelle voisine de leur âge. Sophie venait d'emménager dans un appartement non loin de là avec sa mère. Sophie était timide au début, mais elle devint vite amie avec Lucie et Thomas. Ils lui montrèrent les lettres et le journal de Madeleine, et Sophie fut tout aussi fascinée que par cette histoire. Ensemble, ils décidèrent de reconstituer la vie de Madeleine et de créer une pièce de théâtre basée sur son journal. Les après-midi étaient désormais consacrés aux répétitions dans le jardin ou dans le salon. Marie les aidait à écrire le scénario, et Pierre construisait des décors simples mais efficaces. Les enfants travaillaient avec enthousiasme, impatients de présenter leurs pièces à leurs familles et amis. Le jour de la première arriva enfin. Le jardin avait été transformé en une petite scène de théâtre, et les voisins étaient invités à assister à la représentation. Les enfants étaient nerveux mais excités à l'idée de partager leur travail. La pièce, intitulée Les souvenirs de Madeleine, fut un succès. Les spectateurs furent émus par l'histoire de Madeleine et impressionnés par le talent des jeunes acteurs. Lucie jouait le rôle de Madeleine, Thomas celui de son fiancé,
et Sophie interprétait la meilleure amie de Madeleine. Après la représentation, les voisins félicitèrent les enfants et les parents pour leur travail. Cette soirée fut un moment inoubliable pour la famille Durand, qui réalisa combien leur petite maison était riche en histoire et en souvenirs. Inspirée par le succès de la pièce, Lucie décida de continuer à écrire et à partager des histoires. Elle commença à écrire un roman basé sur la vie de Madeleine, combinant faits réels et éléments fictifs. Son ambition était de publier son livre et de faire connaître l'histoire de Madeleine à un public plus large. Madame Lefebvre, son professeur de français, fut impressionnée par le travail de Lucie et l'encouragea à poursuivre dans cette voie. Elle l'aida à peaufiner son manuscrit et lui donna des conseils précieux sur l'écriture et la publication. Lucie passa des heures à écrire, souvent tard dans la nuit, portée par sa passion et son désir de raconter des histoires. Sa famille la soutenait pleinement, et Thomas, fier de sa sœur, l'aidait en faisant des recherches et en relisant ses textes. Thomas, de son côté, rêvait de devenir archéologue. Sa découverte des lettres et du journal de Madeleine avait éveillé en lui une passion pour l'histoire et les trésors cachés. Il passait des heures à lire des livres sur l'archéologie et à explorer les environs à la recherche de nouveaux mystères à résoudre. Un jour, en se promenant dans un parc près de chez lui, Thomas trouva un vieux médaillon enfoui dans le sol. Excité par cette nouvelle découverte, il décida de l'amener à un expert en antiquité pour en savoir plus. L'expert lui expliqua que le médaillon datait du XIXe siècle et qu'il avait probablement appartenu à une famille noble. Cette découverte renforça la détermination de Thomas à poursuivre son rêve. Il commença à participer à des clubs et à des ateliers d'archéologie pour en apprendre davantage et se préparer à une future carrière dans ce domaine. Les aventures de Lucie et Thomas rapprochèrent encore plus la famille Durand. Pierre et Marie étaient fiers de voir leurs enfants poursuivre leur passion et les soutenaient de tout cœur. Ils organisaient des sorties en famille, des soirées de jeux et des dîners spéciaux pour célébrer leur réussite. La petite maison sur la rue des Cerisiers était devenue un foyer rempli de rire, de créativité et d'amour. Chaque membre de la famille y trouvait sa place et contribuait à créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Un soir, alors qu'ils étaient tous réunis autour de la table pour le dîner, Pierre prit la parole. « Je suis tellement fier de vous tous, dit-il, les yeux brillants d'émotion. Vous avez tous travaillé dur pour réaliser vos rêves, et je suis honoré de faire partie de cette famille. » Marie hocha la tête, un sourire aux lèvres. « Nous avons une chance incroyable de vivre dans cette maison et de partager ces moments ensemble. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. » Les efforts de Lucie et Thomas commencèrent à porter leurs fruits. Le roman de Lucie, intitulé Les souvenirs de Madeleine, fut publié par une petite maison d'édition locale. Les critiques furent élogieuses, et le livre gagna rapidement en popularité. Lucie participa à des salons du livre et à des séances de dédicaces, où elle partageait son histoire avec enthousiasme. Thomas, quant à lui, fut invité à participer à un programme d'été pour jeunes archéologues. Il passa plusieurs semaines à travailler sur des sites de fouilles, découvrant des artefacts et apprenant les techniques de l'archéologie. Cette expérience renforça sa passion pour l'histoire et le conforta dans son choix de carrière. Les succès de leurs enfants remplissaient Pierre et Marie de fierté. Ils continuaient à soutenir Lucie et Thomas dans leurs projets, tout en s'assurant de maintenir un équilibre entre le travail et les moments en famille. Un jour, Pierre reçut une offre inattendue. Un promoteur immobilier souhaitait acheter leur maison pour construire un nouvel immeuble moderne à la place. L'offre était alléchante, promettant une somme d'argent conséquente qui pourrait améliorer leur situation financière. Pierre et Marie discutèrent longuement de cette proposition.
D'un côté, l'argent pourrait leur permettre de réaliser des projets qu'ils avaient dû repousser. D'un autre, la maison avait une valeur sentimentale immense pour eux et leurs enfants. Lucie et Thomas furent impliqués dans la discussion. Ils exprimèrent leur attachement à la maison et les souvenirs qu'ils y avaient créés. Ils comprenaient les avantages financiers, mais ils savaient aussi que cette maison était bien plus qu'un simple bâtiment pour leur famille. Finalement, après de nombreuses discussions et réflexions, la famille décida de refuser l'offre du promoteur. Ils réalisèrent que les souvenirs et les liens qu'ils avaient créés dans cette maison étaient bien plus précieux que l'argent proposé. Avec la décision de rester dans leur maison, la famille Durand se concentra sur de nouveaux projets. Lucie décida d'écrire une suite à son roman, explorant davantage l'histoire de Madeleine et de sa famille. Elle envisagea également de proposer des ateliers d'écriture pour les jeunes du quartier, partageant sa passion et son expérience. Thomas, de son côté, continua à se préparer pour une carrière en archéologie. Il participa à des conférences et à des ateliers, et commença à envisager des études universitaires dans ce domaine. Il rêvait de découvrir des trésors cachés et de faire des découvertes qui pourraient changer notre compréhension de l'histoire. Pierre et Marie, quant à eux, décidèrent de rénover certaines parties de la maison pour la rendre encore plus confortable et accueillante. Ils profitèrent de cette occasion pour impliquer leurs enfants dans les travaux, enseignant à Lucie et Thomas des compétences pratiques et renforçant encore leurs liens familiaux. Les années passèrent, et la petite maison de la rue des Cerisiers resta un foyer plein de vie et de bonheur. Lucie publia plusieurs romans et devint une auteure reconnue, tout en continuant à organiser des ateliers d'écriture pour les jeunes. Thomas réalisa son rêve de devenir archéologue et participa à de nombreuses fouilles à travers le monde. Pierre et Marie prirent leur retraite, mais restèrent actifs dans leur communauté. Ils continuèrent à entretenir leur jardin et à organiser des événements pour leurs voisins, créant un véritable esprit de communauté dans le quartier. Les souvenirs de Madeleine et de son histoire restaient une source d'inspiration pour toute la famille. La petite maison en pierre, avec ses murs chargés d'histoire et ses jardins fleuris, restait un symbole d'amour, de résilience et de bonheur pour les Durand. Lucie et Thomas, bien qu'adultes, restaient très attachés à la maison de leur enfance. Ils rendaient souvent visite à leurs parents, passant des moments précieux en famille. Ils racontaient à leurs propres enfants l'histoire de la maison et les aventures qu'ils y avaient vécues. Un été, Lucie décida d'organiser un grand rassemblement familial. Elle invita tous les membres de la famille élargie, ainsi que les voisins et amis proches, à une fête dans le jardin. Ce fut une journée mémorable, remplie de rires, de musique et de souvenirs partagés. Pendant la fête, Lucie prit la parole pour remercier tout le monde d'être venu. « Cette maison a toujours été un symbole de notre famille », dit-elle avec émotion. « Elle est le témoin de notre histoire et de nos rêves. Nous avons grandi ici, nous avons ri et pleuré ici, et nous avons construit des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans nos cœurs. » Thomas ajouta, « Nous espérons que cette maison continuera d'être un foyer accueillant pour les générations futures. C'est un endroit où les rêves prennent vie et où l'amour de la famille se renforce. » Les enfants de Lucie et Thomas grandirent en visitant régulièrement la petite maison de la rue des Cerisiers. Ils y créèrent leurs propres souvenirs, jouant dans le jardin, explorant le grenier à la recherche de trésors cachés, et écoutant les histoires de leurs parents et grands-parents. Pierre et Marie, maintenant grands-parents, prenaient un plaisir immense à voir leurs petits-enfants s'épanouir dans la maison qu'ils avaient tant aimée. Ils leur racontaient l'histoire de Madeleine et les aventures de Lucie et Thomas, transmettant ainsi l'héritage familial. Les enfants, inspirés par ces histoires, développèrent leurs propres passions et rêves. Certains suivirent les traces de Lucie en se lançant dans l'écriture, tandis que d'autres,
comme Thomas, furent attirés par l'histoire et l'archéologie. La petite maison continuait d'être une source d'inspiration et de bonheur pour toute la famille. Comme toutes les familles, les Durand durent faire face à des défis au fil des années. Il y eut des moments de tristesse et de difficulté, mais ils surent toujours les surmonter grâce à leur amour et à leur solidarité. Lucie connut des périodes de blocage créatif, mais elle trouva toujours du soutien auprès de sa famille et de ses amis. Thomas fit face à des défis dans sa carrière d'archéologue, mais il resta déterminé et passionné, trouvant toujours des moyens de surmonter les obstacles. Pierre et Marie vieillissaient, mais ils restaient actifs et impliqués dans la vie de leur famille et de leur communauté. Ils continuaient à entretenir leur jardin et à organiser des événements pour leurs voisins, renforçant ainsi les liens communautaires. Un jour, alors que Lucie et Thomas discutaient dans le jardin, ils eurent une idée. Ils décidèrent de créer une fondation en l'honneur de leurs parents et de l'héritage de la maison de la rue des Cerisiers. La fondation aurait pour mission de soutenir les jeunes talents dans les domaines de l'art, de l'histoire et de la culture. Lucie et Thomas travaillèrent d'arrache-pied pour mettre en place la fondation. Ils organisèrent des événements de levée de fonds, sollicitèrent des dons et créèrent des programmes de bourse pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves. La fondation devint rapidement un succès, soutenant de nombreux jeunes talents et ayant un impact positif sur la communauté. La petite maison de la rue des Cerisiers devint le siège de la fondation, accueillant des ateliers, des expositions et des événements culturels. Elle continua d'être un foyer plein de vie et d'inspiration, rassemblant des personnes de tous horizons et leur offrant un espace pour créer et partager leurs passions. Les années passèrent, et la famille Durand continua de prospérer. La petite maison de la rue des Cerisiers restait un symbole d'amour, de résilience et de bonheur. Elle accueillait des générations de la famille Durand et des jeunes talents soutenus par la fondation. Lucie et Thomas, maintenant à la tête de la fondation, continuaient de travailler ensemble pour soutenir les jeunes talents et promouvoir l'art et la culture. Ils trouvaient du bonheur dans leur travail et dans les moments passés avec leur famille. Pierre et Marie, bien que vieillissants, restaient actifs et impliqués. Ils étaient fiers de voir ce que leurs enfants avaient accompli et de savoir que l'héritage de leur petite maison continuait de vivre. La petite maison de la rue des Cerisiers restait un lieu de rassemblement et de célébration pour la famille Durand. Les souvenirs de Madeleine, les aventures de Lucie et Thomas, et les rêves des générations futures continuaient de vivre entre ces murs. Chaque membre de la famille y trouvait sa place, et chaque visiteur était accueilli avec chaleur et générosité. La maison était un symbole d'amour et de résilience, un endroit où les rêves prenaient vie et où l'histoire de la famille Durand continuait de s'écrire. Et ainsi, l'héritage de la petite maison de la rue des Cerisiers perdura, gravé dans les cœurs de ceux qui avaient la chance de connaître cette histoire.